Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci déjà beaucoup pour votre participation, ça fait énormément plaisir. On sait que votre temps est vraiment précieux dans l'hôtellerie, donc on va vraiment essayer de faire en sorte que ce soit une masterclass conviviale et très concrète. Pas beaucoup de blabla avec nous, mais plutôt des sujets concrets et parfaitement actionnables. Le sujet de la masterclass aujourd'hui, c'est le problème quand les outils ne travaillent pas ensemble. En soi, des outils fonctionnent très bien tout seuls. Le problème, c'est quand on veut les faire fonctionner et les faire travailler ensemble. On peut avoir un PMS solide, un CRM performant, un RMS bien aligné, sauf que s'ils ne se parlent pas, il ne se passe rien du tout. Donc, ce qu'on veut, c'est que ça soit vraiment convivial. Je vais vous montrer après, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. On a désactivé le chat pour que ce soit plus simple. En revanche, vous allez pouvoir poser les questions. En bas à droite de l'écran, vous avez un petit, comme un petit clavier, et vous cliquez tout simplement sur des questions. Elles vont s'afficher. Vous posez la question que vous voulez et on y répondra le plus possible. Et si toutefois il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre directement, on pourra vous répondre à un autre moment, soit à la fin de la réunion ou directement en message privé par la suite. Donc, n'hésitez pas vraiment à poser toutes les questions. L'objectif est vraiment que ce soit un échange. Nous, on est 3 experts du secteur, mais vous êtes aussi les experts de vos hôtels. Et donc, plus on a de sujets concrets à traiter, plus on est content. Parce que c'est comme ça qu'on travaille. C'est bien, il y a encore des gens qui arrivent, c'est super. Bienvenue aux nouveaux arrivants, aux nouvelles arrivantes. Oui. Compte rendu écrit de la masterclass, on va avoir la vidéo et on va vous envoyer effectivement un compte rendu écrit. Tout à fait. Je réponds directement parce que voilà, la question arrive. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, une petite métaphore que j'aime bien. Un hôtel, ça représente c'est un peu comme une maison. Il y a 3 piliers. Il y a un pilier qui représente la gestion, il y a un pilier qui représente la distribution et un pilier qui représente le marketing. Au-dessus, vous avez quoi? Le toit. Et le toit, ça représente les ventes et le chiffre d'affaires. Malheureusement, je suis très nulle en dessin, donc je ne voulais pas représenter sous forme de dessin. Mais je pense que c'est parlant pour tout le monde. L'exemple de la maison, les 3 piliers, le toit des ventes. Vous imaginez bien que si un pilier est bancal, ben, ça s'affaisse d'un côté. Et si les 3 ne sont pas alignés, ça peut être une véritable catastrophe. Donc nous, l'idée, c'est aussi d'expliquer comment on peut solidifier ces différents piliers, ces 3 piliers. J'ai le plaisir d'animer cette masterclass avec 2 personnes que j'affectionne particulièrement parce que ce sont des experts du secteur et qu'ils savent bien parler. Donc, on a Alicia qui est experte PMS chez Thaïs. Donc, elle connaît par cœur les enjeux de la gestion opérationnelle. Et Mounir, quant à lui, est spécialiste CRM chez Triggerflow. Il est cofondateur de Triggerflow et il transforme tout ce qui est données en relations clients et fidélisation. Donc, évidemment, on ne pouvait pas se faire l'économie de ces 2 experts. Et quant à moi, je représente Hotel Partner Revenu Management, qui, comme son nom l'indique, est une société de revenu management. Donc, moi, je vais parler du côté revenu management et stratégie tarifaire. Donc, on est super content d'être avec vous aujourd'hui. On est aussi, représente également tous les 3 le label Synapse. Le label Synapse, il a une mission simple, c'est connecter les acteurs de l'hôtellerie pour créer des écosystèmes performants. Donc, il n'y a pas d'outils isolés. Les outils isolés, ils n'existent pas et ils sont meilleurs quand ils travaillent ensemble. Donc, c'est aussi pour ça qu'on voulait vous présenter cette masterclass tous les 3, parce qu'on fait tous les 3 partie du label Synapse. L'idée, c'est vraiment d'avoir un écosystème qui est hyper connecté et où les solutions s'écoutent, se parlent et peuvent faire en sorte que l'établissement ait du succès auprès de ses clients et un meilleur chiffre d'affaires. Ça, c'est le côté RM qui parle. Et surtout, il ne faut pas oublier que derrière ces trois fameux piliers, il y a des clients. Et pour avoir un parcours client sans couture, on ne peut pas se faire l'économie de ces différents piliers parce que un PMS qui ne va pas bien fonctionner va envoyer un prix qui va être mauvais, un RMS va envoyer une stratégie tarifaire qui va être mauvaise,
un CRM va envoyer de la fidélisation qui ne va pas correspondre à sa cible. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a une frustration, une perte de confiance de la part du client et évidemment moins de fidélisation. Donc, ces 3 piliers doivent vraiment, vraiment parler la même langue. C'est important pour ne pas perdre en satisfaction et en revenus. Donc, pour commencer, je vous propose je vais vous envoyer un sondage dans le chat qui me paraît bien illustrer ce dont on va parler pendant cette petite heure. Normalement, vous l'avez reçu, si tout va bien. À la technique, normalement, on est bon. Donc, je vous laisse le temps de voter. La question, c'est quel est aujourd'hui votre plus grand défi? La cohérence des prix entre les canaux, la qualité des données dans le PMS, le ciblage marketing et fidélisation, et tout ça en même temps. Alors évidemment, tout ça en même temps, c'est encore mieux, mais il n'y a pas que ça. Il y a des fois, dans certaines périodes, on est plus sur de la fidélisation. Il y a des fois, on est plus sur de la cohérence de prix. Tout dépend un petit peu de la période de l'année et puis de quels sont vos enjeux vraiment du moment, quoi. Donc là, on a déjà pas mal de votes pour tout ça en même temps. Et le marketing et la fidélisation, heureusement qu'on a Mounir avec nous pour nous en parler en long, en large et en travers. Faut tenir dans 1 heure, donc je vais essayer de rester sur les piliers les plus importants. Ciblage marketing prend le dessus. Ouais. Ça grimpe, ça grimpe. Un petit peu de PMS quand même. C'est ça. Mais on peut peut-être commencer. Oui. Ouais. J'attendais de voir s'il y avait quelques réponses encore, mais je pense que là, on s'oriente quand même sur la partie fidélisation ou le tout ça en même temps. Donc, c'est très bien aussi. Et je pense que voilà, c'est très clair pour chacun. Donc, je vais partager mon écran avec mon talent de partageuse d'écran. Je pense que c'est ça le plus gros défi. C'est que Marjorie a son écran. C'est ça, exactement, tout à fait. Alors, on va. Est-ce que tout le monde voit mon écran déjà? On le voit bien. On le voit bien. C'est parfait, super. On va commencer par faire ensemble un petit diagnostic des incohérences. Évidemment, avant de parler des solutions, on est un peu obligé de parler de ce qui ne va pas et de ce qui coince. Par exemple, bon, sur ma partie PMS, évidemment, ce qui coince, ça va être l'efficacité du PMS si ça repose sur des données qui ne sont pas fiables. Et évidemment, si la stratégie n'est pas appliquée partout. Évidemment, une stratégie, elle a besoin d'être appliquée sur tous les canaux qui sont concernés par l'outil de RM. Sinon, il y a une perte d'efficacité qui est terrible et tout se dérègle. Donc forcément, quand les données PMS sont fausses, les prévisions sont fausses. Quand les décisions RM ne sont pas reprises sur les canaux, les prix perdent en cohérence. Et quand le CRM ne reflète pas la stratégie, les campagnes tombent dans le vide et elles ne servent à rien. Donc ça, c'est vraiment super important. Et ces incohérences, elles ne viennent pas des outils, comme je disais tout à l'heure, mais vraiment d'un problème d'alignement. Un système de revenu management, il peut poser la stratégie, mais il ne peut pas travailler seul. Il a besoin d'un PMS qui est propre et d'un CRM qui est connecté. Et Alicia, justement, par rapport à ça, tu me racontais que tu rencontrais souvent des disparités au niveau des dénominations, par exemple. Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Alors, très souvent, ce qu'on remarque, c'est les dénominations, notamment en termes de type de chambre. Donc, c'est vrai que c'est assez agréable de pouvoir nommer sa chambre, la chambre Marguerite, la chambre Iris. Mais si derrière, on ne donne pas les informations essentielles, c'est-à-dire on veut savoir, demain, je veux louer une chambre dans un établissement, je veux tout de suite savoir si ma double, elle est twinnable. Donc, je suis contente de savoir qu'il y a un nom qui est assez sympathique, notamment si je l'appelle Iris et qu'elle n'est pas aux couleurs de l'iris, je vais être encore plus désemparée. Et c'est surtout que ça crée un peu une complexification de le nom des types de chambres et dans les éléments où le client se sent obligé d'appeler en disant, en fait, la chambre Iris, qu'est-ce que je vais me permettre de faire? Est-ce qu'elle est vue cour? Est-ce qu'elle est vue plage? Est-ce qu'il y a un balcon? Donc, c'est vrai que même au niveau des descriptions, le fait de mettre des intitulés
on va dire, assez joli. Ça peut être agréable, mais ce qu'on veut, c'est du pratico-pratique. Il faut savoir surtout que quand on est sur le moteur de réservation, l'idée, c'est vraiment de désengorger les appels et les emails, que le client puisse aller jusqu'à son taux de conversion, il puisse aller valider le panier. Donc, en fait, si derrière, dès le début, on ne comprend pas, il y a une mécompréhension, le cheminement simple, c'est qu'on va aller sur Booking ou on va appeler l'hôtel. Et donc là, on revient un peu sur un red flag de je veux que mon moteur de réservation puisse vivre de façon seule et qu'il puisse aller jusqu'à la fin du parcours client. Et si dès le début, au niveau des noms des chambres, ça ne correspond pas, c'est vrai que ça peut être un peu délicat. Deuxième élément qu'on remarque très souvent, et le plus essentiel à mon avis, c'est au niveau de l'architecture tarifaire. On a très souvent des architectures tarifaires qui sont trop compliquées. Donc, on a envie pour 1 euro de plus, de pouvoir faire du 3 personnes, de faire des tarifs différents selon si c'est le lundi ou le mardi. Alors ça c'est de l'ordre du RM. Mais par contre, il faut que derrière, je puisse expliquer à mon client de façon très simple mes tarifs. Si moi-même, je n'arrive pas à expliquer les tarifs de mon établissement, je vous laisse imaginer le fait que le client seul sur son moteur de réservation, sur votre site internet en train de naviguer, il ne va pas réussir à comprendre. Donc, par déport, il ne va pas réussir à réserver. Donc, on a ça et on a aussi au niveau des intitulés. Donc, par exemple, Bibi, ça parle à tout le monde parce qu'on est dans l'hôtellerie. Un client qui n'est pas dans l'hôtellerie ne sait pas forcément ce que veut dire l'intitulé Bibi. Lui, ce qu'il veut, c'est de savoir si, à l'intérieur de sa prestation, on a la chambre plus le petit déjeuner. Par contre, en interne, le fait de dire, voilà, chambre plus petit déjeuner, je veux des intitulés qui soient plus clairs et plus simples. Sur du RM, c'est une chose, mais sur la commercialisation et sur la vente, il faut que le client puisse tout de suite comprendre les prestations qui sont incluses au moment où il fait sa réservation. Donc, ça peut être des conditions d'annulation, il faut qu'elles soient claires, des descriptions qui vont être incomplètes, ou derrière, ça va créer une frustration parce qu'on ne savait pas les prestations qui étaient incluses ou non incluses. Donc, on se retrouve à aller payer des éléments, avoir des coûts, finalement, des coûts cachés. Et également, le fait de justement bien identifier ces segments. Donc, clairement, nous, au niveau du PMS, on va récupérer les éléments que vous aviez déjà dans l'établissement. Mais l'idée aussi de changer de PMS ou de mettre en place une nouvelle solution, c'est de se poser les bonnes questions. Donc, c'est prendre un peu de hauteur, de reprendre les stratégies, celles qui ont fonctionné, celles qui ont moins bien fonctionné, et de derrière, pouvoir repartir sur une base propre. Sachant que toutes ces erreurs, elles vont générer déjà une base PMS peu fiable. Donc, comme on disait, l'outil est au service de la stratégie. Donc, si la stratégie n'a pas bien été mise en place, l'outil derrière par déport, il est bancal. Ça fausse justement ce que tu disais au niveau des calculs sur le revenu management. Ça complique la facturation, parce qu'en fait, le client, à la fin, qui a une facturation où il y a écrit Bibi, il ne sait pas si ça correspond réellement à la prestation qui a été assurée. Ça dégrade aussi l'expérience client. Donc, au moment de la réservation, au moment justement de… si par exemple, on a une guest app et sur cette guest app, je n'ai pas mis des photos, je n'ai pas mis les bons intitulés, je n'ai pas mis des descriptions claires, en fait, le client, il s'y perd et justement, ça dégrade l'expérience client qu'il aurait pu vivre. Et surtout, ça limite la personnalisation au niveau du CRM parce que justement, si les choses ne sont pas claires dans les communications, derrière, le CRM, par déport, il ne peut pas mettre en place ses campagnes. Et je vais laisser justement Monir nous expliquer ça plus en détail. En fait, tout va être lié. C'est-à-dire que si la base n'est pas bien mise en place, derrière, tout va être lié. Ouais, c'est ça. C'est vrai que nous, une des problématiques qu'on rencontre, et le socle sur lequel on se repose, nous, c'est la qualité des données. Donc, à partir du moment où on a des données de qualité, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Donc, on peut vraiment personnaliser autant que possible un peu la communication. Et je pense que c'est le nerf de la guerre, c'est le classique, envoyer le bon message au bon moment à la bonne personne. Mais si on n'a pas des données propres, c'est difficile d'identifier la bonne personne et donc de savoir derrière quel message lui envoyer et quelle communication apporter. Donc, c'est vrai que nous, l'essentiel de notre travail, c'est prendre la donnée. En tout cas, l'essentiel du travail d'un CRM, ça va être de prendre de la donnée des différents outils utilisés par l'établissement pour pouvoir derrière la transformer en conversion, donc faire de l'upsell, gagner du temps sur les communications, etc. Super. À ce sujet, au niveau de ce diagnostic, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est le moment d'intervenir?
Après, s'il y a des questions, on pourra les prendre au passage, on continue à les… Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde pour les questions d'ailleurs. Je ne sais pas si on a expliqué que c'était tout en bas sur les… il y a une petite alors, 9 points. Et là, alors je l'ai dit, mais on peut le redire. Ouais, il y en a qui sont arrivés après coup, je pense. Je sais pas Ah oui, c'est vrai, tout à fait. Oui, alors pour ceux qui sont arrivés un petit peu plus tard, on a désactivé le chat, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir que vous puissiez poser toutes les questions que vous voulez. Donc vraiment, allez-y, parce que c'est quasiment du chat, mais ça nous permet, nous, de pouvoir répondre au fur et à mesure. Et s'il y a certaines questions qui sont beaucoup plus précises et auxquelles on ne peut pas répondre tout de suite, bien sûr, on vous répondra un petit peu plus tard. Et je pense, je vais faire un parallèle avec ça, mais on parle souvent de solutions un peu usine à gaz, pas ergonomiques. Honnêtement, Google Meet en fait partie, parce que devoir vous expliquer qu'il faut cliquer sur des points pour aller dans les questions, voilà, je trouve que c'est un très bon parallèle avec ce qu'on vous dit là aujourd'hui. Et puis, on a quand même pas mal d'anecdotes en préparant cette masterclass où on a eu des problèmes de caméra, des problèmes de réseau, etc. Donc, on voit que même quand on essaie de travailler avec… c'est-à-dire que nous, tous les trois, on est performants, mais l'écosystème autour duquel on est dépendant ne l'est pas. Donc, comme quoi, vraiment, à partir du moment où on a quelque chose, un petit caillou dans le rouage, on se rend compte que tout est vraiment… devient vraiment très très compliqué. Donc, on comprend tout à fait à quel point ça peut pour vous être hyper frustrant. Et moi, en tant qu'ancienne hôtelière aussi, je peux vous dire que j'ai aussi vécu beaucoup de frustration sur ces aspects-là. Donc oui, on a eu des préparations de masterclass assez marrantes. Donc je vais continuer justement sur les incohérences entre les outils. Excellente transition, Alicia. Alors, c'est là que le revenu management, pour le coup, se retrouve vraiment en première ligne, parce qu'on peut avoir une stratégie tarifaire qui va être parfaitement pensée avec des consultants qui ont vraiment pensé à tout, etc. Mais si elle n'est pas appliquée partout, elle est vraiment diluée et elle perd toute sa force. Donc, par exemple, quand les prix sont pas alignés entre le site de l'établissement et un OTA, bah c'est pas juste une question d'image, en fait. C'est vraiment une question de perte directe de chiffre d'affaires et de crédibilité. Donc, ça peut vraiment avoir un impact très, très important. Par exemple, les restrictions qu'on met en place, je crois que tout à l'heure, tu as parlé de restrictions, Alicia, donc les restrictions qui sont la plupart du temps faites par le RM. Si on ouvre la porte à des ventes qui ne respectent pas la logique de marge, eh bien, pareil, de la même manière, on se retrouve avec une perte de chiffre d'affaires directe. Donc, c'est quand même très, très dommageable. Et ces incohérences, elles ne viennent pas d'un mauvais outil. Les outils, ils sont de base, ils sont bien construits. C'est juste que comme ils ne sont pas forcément bien synchronisés, là, on se retrouve avec des erreurs qui sont vraiment bêtes et qui peuvent être réparées. Le RM, il peut poser sa stratégie, mais il ne peut pas la faire vivre seul. Il est dépendant du PMS qui va lui envoyer les informations et notamment l'inventaire et peut-être les prix, ça dépend du fonctionnement. Il a besoin du PMS, il a besoin du CRM parce que ça va relayer la bonne communication et grâce au CRM, on va recevoir des réservations. Donc tout ça, c'est un écosystème qui est très, très interdépendant. Et du coup, à ce sujet, Alicia, tu dirais que c'est quoi les erreurs en fait récurrentes que tu rencontres et puis comment évidemment les éviter, quoi? Alors, sur les erreurs les plus fréquentes, il va y avoir des informations, notamment qui vont être mal renseignées au niveau de la fiche client. Donc, ça peut être, d'où l'automatisation, c'est-à-dire que si mon automatisation avec mon channel manager sur ma partie distrib, elle a été bien mise en place sur la distribution, j'ai automatiquement mon Cardax qui va bien se renseigner. Si, comme le disait juste venir, j'ai le bon message envoyé au bon moment à la bonne personne, avec, par exemple, j'ai une adresse mail booking, ce qui va être intéressant derrière, c'est d'aller récupérer l'adresse mail en direct. C'est que les équipes derrière puissent gérer. Donc, par exemple, on peut avoir aussi des guest apps quand on arrive dans l'établissement pour éviter un peu le classique. J'arrive à la réception, je dois redemander des informations qui potentiellement ont déjà été saisies en ligne. Ça peut être bien aussi de changer un petit peu les modes d'accueil. Je sais pas, je vais avoir une tablette, je vais faire des pré-check-in en ligne. Ça, c'est des choses où je trouve que l'aéronautique a plus d'avantages que l'hôtellerie, parce qu'on a tous l'habitude, quand on prend un avion, de faire son pré-check-in en ligne. Ça, c'est des choses qui paraissent futuristes un peu dans l'hôtellerie. Donc, on commence à s'y mettre de plus en plus.
mais ça a mis du temps, alors que quand on prend un avion, c'est une évidence d'aller mettre son numéro de carte d'identité en ligne et de mettre ses informations personnelles. Par rapport à ce que tu disais aussi, ça m'a fait penser, on a aussi sur la partie justement parité tarifaire. Alors depuis 2015, maintenant, il n'y a plus de parité tarifaire entre le site internet et les OTA. Mais moi, j'ai une expérience où on s'est retrouvé en Italie dans un hôtel où on a eu l'impression d'avoir payé sur booking.com. Ouais. On voulait passer en direct, mais en direct, c'était plus cher que sur booking.com. Donc déjà, bon, s'ils veulent payer 18% de commission au lieu de passer en direct, voilà. Sachant qu'à l'étranger, c'est quand même encore plus problématique parce qu'on a plus tendance à passer par Booking quand on part à l'étranger plutôt que d'aller sur le site, parce qu'on a un peu cette crainte-là aussi de passer sur le site internet. Et surtout, ce qui n'était pas clair, c'était même au niveau de tout ce qui était donc paiement, les prestations qui étaient incluses et les taxes de séjour. Donc en fait, on s'est retrouvé à avoir un petit pic de stress alors qu'on était en vacances, à se dire, mais en fait, est-ce qu'on n'a pas déjà payé? Est-ce que c'est pas en doublon? Et quand on est arrivé, en plus, on nous a dit, ah, mais votre chambre, elle est plus disponible. Bon, il s'avère qu'ils n'arrivaient pas à retrouver les informations au niveau du PMS. La réservation avait bien été faite, il y a eu de la mécompréhension, mais c'est vrai que quand déjà, en français, ça peut être compliqué, dans une autre langue, c'est encore plus compliqué. Je trouve que déjà, ça stresse, alors que l'hôtellerie, on est quand même censé y aller pour des vacances, par exemple, dans mon cas. Ensuite, moi, les autres points que je trouve assez importants, c'est justement le fait qu'il y ait plusieurs solutions. Il faut qu'elles soient bien interfacées parce que le client qui est en face de nous, il n'est pas censé savoir que derrière, il y a du Thaïs, du hôtel partenaire et du Trigger Flow. Lui, ce qu'il veut, c'est passer un bon moment. Donc derrière, il tient un couac et la réception lui dit ah ben en fait, c'est juste parce que j'ai 3 solutions. En fait, le client, il ne va pas comprendre ce qui se passe. Et lui, ce qu'il veut, voilà, c'est de pouvoir profiter des services, c'est de pouvoir passer un séjour agréable. Mais tout ce qui est outils, lui, c'est censé lui passer au-dessus. Donc ça, par exemple, j'ai un très bon exemple sur les prestations de restaurant ou des services qui sont assez mal détaillés. Ça entraîne une perte d'information. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'établissements, par exemple, qui gèrent les services comme des chambres fictives. Alors, les PMS le permettent, c'est un détournement qui est possible, si on n'a pas énormément de services, qui peut être envisageable. Mais en fait, derrière, ça crée des erreurs au niveau des statistiques, ça crée des erreurs dans la communication, parce qu'en fait, une chambre fictive, par déport, une ligne fictive, c'est une chambre dans le PMS. Donc, c'est pour moi des détournements qui, finalement, on essaye de gagner peut-être quelques euros sur un module complémentaire, mais ça peut nous coûter très cher à la fin, à tous les niveaux, sur la gestion, sur le chiffre d'affaires en termes de suivi et sur la partie communication. Donc, c'est vrai que, pour le coup, si derrière, on a un restaurant, on a des services bars, on a du spa, on a des parkings, on a plein de services annexes, le fait d'avoir une solution qui va avoir des modules ou des choses qui vont être très, très claires, ça va être beaucoup plus pro. Donc, je vais, par exemple, j'ai un autre exemple d'hier où j'ai un établissement qui gérait tous ses tickets papier. Donc déjà, en fait, la rentabilité sur son bar était moindre que le temps homme. Et en plus, derrière, c'est pas très professionnel parce que le client, il a un bout de papier écrit au stylo. Et pareil, au niveau de la comptabilité, les comptables se tirent les cheveux parce qu'en fait, c'est un extra, mais qui a été vendu au bar. Donc, à la fois, je suis même pas capable de sortir le chiffre d'affaires qui ont été générés sur chaque pôle d'activité. Un autre point, c'est tout ce qui va être aussi la gestion inadaptée des blocages. Donc ça va parler aussi, pour le coup, Marjolaine. Les blocages dans le PMS sont souvent utilisés à mauvais escient. C'est-à-dire qu'un ne pas louer, c'est un ne pas louer pour de la maintenance. C'est-à-dire que il ne faut pas l'employer pour une fermeture. Une fermeture, c'est un arrêt de vente. Le fait de venir bloquer une chambre parce que justement il y a une vérification à faire, il y a une maintenance. Donc c'est pour ça qu'on essaye de faire rentrer aussi au niveau des statistiques toutes ces données-là, alors qu'un blocage ou une fermeture, c'est 2 notions différentes. Donc c'est pour ça que les analyses après derrière sur le taux d'occupation, le taux de remplissage de mon établissement, il faut les baser sur le remplissement réel de l'établissement. Donc c'est vrai que le risque, c'est le fait d'utiliser des blocages pour une fermeture totale, donc ça peut fausser les rapports ou j'allais dire la distribution, oui et non, parce que ça reste quand même l'envoi de distribution à 0, mais c'est surtout ça peut bloquer, ça peut fausser en termes de rapport et en termes de statistiques. Tout à fait. Et dernier point qui me paraît assez essentiel, c'est sur la segmentation. Alors moi, j'ai un petit tips au niveau de la segmentation. C'est-à-dire qu'en fait, si la solution est bien connectée
aux OTA, via le channel manager, aux solutions de RM. En fait, les données, donc, elles sont automatisées. De toute façon, le but aussi d'avoir des solutions telles que les notes, c'est de pouvoir monter en compétences et de pouvoir, tout ce qui est tâches rébarbatives, qui n'ont pas de plus-value, qui peuvent être automatisées, de pouvoir les automatiser pour prendre du temps pour faire autre chose. Moi, je dis toujours, le PMS, il ne va pas vous faire finir plus tôt, malheureusement. Par contre, il va vous permettre de faire des tâches qui sont beaucoup plus adaptées et qui sont beaucoup plus intéressantes en termes de connaissances et de compétences. Et donc ça passe au niveau de la segmentation. C'est-à-dire qu'une réservation, typiquement, qui va arriver de Booking.com, elle va automatiquement se segmenter Booking.com. La plupart du temps, si les solutions sont bien connectées. Par contre, là où on peut essayer de pousser un petit peu, c'est de se dire, OK, ma réservation arrive de Booking.com. Derrière, je vais envoyer des éléments pour pouvoir savoir que la personne, elle vient pour du corporate, pour du loisir, que c'est un profil spécifique, c'est un VIP qui est venu plusieurs fois, qu'est-ce que je vais avoir d'autre, l'ésure, ça peut être… En fait, plus je vais pousser la connaissance de ma clientèle, plus derrière, ça va me permettre d'avoir des accueils personnalisés. Plus derrière, je vais pouvoir faire des campagnes qui vont être beaucoup plus ciblées. Et donc, le petit tip, c'est de mettre, pour voir un peu si les équipes jouent le jeu, de mettre en haut non défini dans les segments. Comme ça, on voit si les équipes ont au moins pris le temps de mettre un segment au niveau de la fiche client ou au niveau du dossier de réservation. Alors ça, c'est quelque chose que je fais avec mes équipes et Candice et Juliette sont là et je les tanne avec ça. Moi, au niveau de mon CRM, par exemple, le premier segment, c'est interne. Et comme ça, à la fin, toutes les semaines, je les embête avec ça en disant pourquoi c'est source interne, pardon. Et donc, c'est important de segmenter parce que tout dépend de ça. Et moi, ça me permet d'avoir mes indicateurs derrière, alors que si j'ai zéro segmentation, je marche à vue. Donc ça, c'est vrai que pour moi, c'est ultra important. Donc, tout ça pour dire que tous ces éléments-là, c'est derrière des prévisions RM qui sont faussées, basées sur des données qui vont être non fiables. C'est des difficultés à analyser le pick-up, les réservations, le taux d'occupation, les provenances, etc. Et surtout, ça, par déport, indique donc si ma segmentation est mal identifiée, une segmentation au niveau du CRM qui est erronée, et donc ça conduit à des campagnes commerciales qui vont être peu pertinentes. Je te laisse la Et là, j'ai parole. entendu le mot CRM, je pense que Ouais, non, mais Amir va reprendre. j'ai l'impression que c'est à moi que tu parles depuis tout à l'heure, parce que ce que tu dis, c'est un peu mon quotidien. Et je suis totalement d'accord avec toi sur c'est que comme c'est ce que je disais tout à l'heure, nous, le nerf de la guerre, c'est vraiment d'avoir une donnée propre. Et la segmentation, c'est un des piliers pour derrière pouvoir communiquer le bon message au client. C'est ça que l'exemple l'origine du client, elle est super importante. Nous, on peut par exemple facilement identifier un client quand il vient de Booking sur son adresse Booking, donc au début du séjour. Mais l'objectif, c'est de choper son adresse email en presté ou pendant le séjour. Et s'il a été mal segmenté, à partir du moment où on a son adresse email en direct, derrière, on ne sait plus que c'est un client Booking. Et ça pose des problèmes pour l'après-séjour. Parce qu'on peut mettre des campagnes qui vont être personnalisées. Donc, c'est quelque chose qu'on met assez souvent. Et un client, après son séjour, on va lui envoyer un message de remerciement, récupérer l'avis assez classique. Mais par contre, si on sait que l'origine, c'est Booking, TripAdvisor, on va avoir une petite note pour dire, OK, sur votre prochain séjour, revenez en direct. Et donc, plutôt que d'envoyer ça à tout le monde, quelqu'un qui a déjà réservé en direct, ça n'a pas de sens de lui dire ça. Par contre, si on a l'origine, on va pouvoir le cibler, lui envoyer un message spécifique là-dessus. C'est vrai que des exemples, j'en ai énormément, mais la segmentation, c'est vraiment le nerf de la guerre pour nous. Le nerf de la guerre. Ouais, voilà. Un autre exemple, ça va être, je sais pas, j'ai un taux d'occupation qui est faible sur les prochaines semaines. On va pouvoir identifier ça. Mais ça va me servir à rien si derrière, je peux pas les cibler, par exemple, les clients qui habitent autour de chez moi, si j'ai pas le nombre de séjours qu'ils ont effectués. Donc, si j'ai de la donnée propre et bien structurée, moi, je vais pouvoir l'utiliser et dire, OK, j'ai le taux d'occupation qui drop la semaine prochaine. Je vais faire une campagne pour les clients qui habitent autour de l'établissement, qui sont venus plusieurs fois chez moi et qui font des réservations en last minute. Si j'ai pas ces données, OK, j'ai le taux d'occupation, mais je vais envoyer peut-être le mail à tout le monde, mais je vais être beaucoup moins pertinent, je vais avoir beaucoup moins d'impact. Et je vais un peu mettre des coups d'épée dans l'eau, quoi, sans savoir ce que je fais. C'est vrai que la pertinence de la donnée, c'est vraiment le socle. Je pense pour toi et moi, Marjolaine, Tout à fait. si la donnée est mal structurée, on est vite embêté. Donc, c'est pour ça que c'est important de très, très bien le faire dès le début. Ça revient à l'image de la maison. Moi, je parle toujours de fondation de la maison, en disant, voilà, si les fondations
J'ai un peu l'image de Astérix, Astérix et Obélix quand on voit la maison qui est ultra bancale, mais en fait, c'est complètement ça. Je ne sais plus lequel c'est d'Astérix et Obélix. Bref, mais en gros, donc si la base est mal construite, en fait, on a beau mettre derrière les meilleurs murs, on est sûr que derrière tout va s'écrouler. Donc c'est un peu notre rôle, nous, en tant que PMS, d'essayer d'avoir des fondations solides. D'ailleurs, je vois qu'il y a quelques questions. Oui, il y a une question sur la synchronisation des outils. Ouais. Donc là, c'est plutôt le côté, on parle plutôt du côté technologique. Alors, est-ce que vous voulez répondre? Alors, comment savoir si deux outils sont bien synchronisés? Alors, la réponse, ça va être simple. C'est pour ça qu'on en a créé un label. C'est justement pour plus avoir se poser ce genre de questions. Parce que le constat de Synapse, c'était je vais en salon, je trouve plein de solutions qui me paraissent ultra cohérentes de façon individuelle. Et en fait, au moment de tout mettre en place, je me rends compte qu'elles sont mal synchronisées. Et elles sont entre elles. Voilà. Donc, c'est vrai que nous, on a notre charte, on a notre label qui garantit que les solutions sont bien connectées les unes aux autres. Le bien connecté étant que les flux aillent dans les deux sens. Tout à fait. Donc l'idée, c'est plutôt que ce n'est pas à l'hôtelier de vérifier ou le gérant de vérifier que tout fonctionne. C'est plutôt la responsabilité des prestataires que vous avez choisis de s'assurer que la connectivité soit parfaite et sans couture. Donc évidemment, là, c'est des belles paroles parce que quand on est dans l'exploitation et qu'on se rend compte que ça fonctionne pas la plupart du temps, on appelle en général plutôt le PMS. Et en fait, il se trouve que le PMS, l'erreur vient pas du PMS, mais ça, c'est l'idée aussi, c'est du label Synapse, c'est de se dire, nous, on prend la responsabilité de trouver ce qui n'a pas bien fonctionné, on fait en sorte que ça ne se reproduise plus jamais, et à la rigueur, peu importe ce qui n'a pas fonctionné. L'essentiel, c'est que on soit sûr que maintenant tout fonctionne et que ça fonctionnera toujours. Voilà, parce que les erreurs, ça arrive, mais c'est pas au gérant ou à l'exploitant de s'occuper de ça et de passer des heures et des heures à trouver la solution. Non, c'est au prestataire qu'il incombe de trouver la solution pour être sûr que ça ne se reproduise jamais. Arrêter l'hémorragie et s'assurer que ça ne se reproduise jamais. C'est ça, tout l'intérêt de communiquer directement entre les équipes techniques qui sont au courant de quoi elles parlent. Comme ça, on peut tout de suite trouver et identifier et de voir l'écosystème dans tout son ensemble. Et comme ça, on sait d'où partent les informations. Enfin, moi, je sais que la première, quand on connecte par exemple le channel manager, c'est important de voir où est-ce que s'envoient les tarifs et jusqu'au bout, si c'est bien connecté à booking.com par exemple. Voilà, il faut savoir que l'avantage, excuse-moi Alicia, l'avantage de faire partie du label Synapse, c'est aussi de se dire que nous, nos techniciens, ils parlent entre eux et que un channel manager ne se connecte pas forcément de la même manière avec un PMS selon son fonctionnement interne. Mais par exemple, Thaïs PMS va savoir comment Hotel Partner, en tant que channel manager et RMS, se connecte à Thaïs et donc forcément va trouver très très rapidement qu'est-ce qui a coincé et à quel moment il faut intervenir pour être sûr que ça ne se reproduise pas à nouveau, quoi. Une autre question. Alors, je viens de voir par rapport au blocage niveau Thaïs. Donc pour le coup, je m'en remets dessus. Fermeture dans Thaïs, c'est fastidieux, le blocage est super facile. Fermeture est fastidieux. Normalement, au niveau des grilles tarifaires, alors désolé, je digresse et je fais une minute support Thaïs. Quand vous allez dans les grilles tarifaires, vous avez la possibilité de rajouter des stop sells directement au niveau des grilles. Et donc, ça viendra fermer en période de fermeture. S'il y a besoin, je vous montrerai. Mais comme ça permet de dire, voilà, les stop sells, c'est une vraie fermeture, soit d'un type de tarif, soit au global de mon établissement. Et les ne pas louer seraient plutôt à usage maintenance ou ménage ou travaux, par exemple. Parce que les ne pas louer, c'est plutôt pour du travail. Mais bon, s'il y a besoin, vous n'hésitez pas à envoyer un petit message. Vous m'envoyez un message à moi directement. Mais ça, c'est des choses qu'on avait rajoutées au niveau des grilles tarifaires, justement. Pour que ce soit plus facile et moins fastidieux. Mounir, comment faire pour récupérer les adresses mail des clients Booking via le CRM? Ouais, alors nous, c'est assez simple. L'idée, c'est qu'on a la possibilité d'envoyer des formulaires aux clients. Donc, on peut envoyer un formulaire soit sur la messagerie Booking. Donc, quand le client reçoit le message dans sa messagerie, il va cliquer sur le lien dans le formulaire. Et ensuite, il arrive sur notre interface, donc on peut faire ce qu'on veut. Et une des questions, c'est de demander son adresse email.
L'avantage de passer par le formulaire, c'est que toutes les données vont être synchronisées. Quand je récupère son adresse email, j'ai pas besoin de faire de double saisie. Je la remonte automatiquement sur mon PMS et sur le CRM. L'autre option, c'est pareil, ce formulaire, l'envoyer par SMS ou par WhatsApp. Souvent, on a le numéro de téléphone via Booking. Ils ne donnent pas l'email, mais ils nous donnent le téléphone. Et donc, on peut utiliser ce canal-là pour envoyer le lien vers ce formulaire. Et de la même façon, dès qu'on la récupère, elle est synchronisée. Et les fois d'après, on a le contact en direct pour lui écrire. Super. On a une question super intéressante pour savoir le temps qu'il faut pour déployer une suite d'outils connectés comme les nôtres. Ça peut paraître un peu complexe comme ça. L'avantage, alors, nous, volontairement, on est 3 sociétés différentes. On ne propose pas de solution tout en un. Peut-être qu'on vous en parlera un petit peu plus tard, mais l'idée, c'est que chacun est expert de son sujet. Et c'est pour ça que on a vraiment les 3 piliers. Alicia pour la gestion, Mounir pour le marketing et moi-même pour la distribution. L'idée, c'est vraiment que ces 3 piliers sont importants dans leur expertise. Le temps que ça prend, l'avantage d'avoir des solutions qui sont déjà connectées entre elles, qui se connaissent et qui travaillent en toute intelligence, c'est que ça prend moins de temps. Et ça prend surtout moins de temps de cerveau et de charge mentale pour l'exploitant ou l'exploitante. Donc, ça va prendre le temps que ça prendra, mais j'ai envie de dire, l'idée, c'est que on dégage énormément de travail en amont à l'hôtelier. Il y a évidemment des choses qui peuvent être faites que par l'hôtel, mais ensuite, ça dépend pour ça dépend Moi, de je peux te donner chacun. un exemple, je peux te donner concrètement un client qui a taille, c'est qu'il veut mettre en place Triggerflow. S'il sait quel message il va envoyer, l'avantage de travailler avec des solutions qui sont destinables, c'est que dans la journée, il a connecté Tice, il a mis son presté, son posté et son IC s'il veut. Donc, ce que je conseille toujours, et là où on va effectivement perdre du temps, c'est quand on veut faire des choses trop complexes. L'idée, c'est que dans la journée, je peux automatiser ma confirmation prestée, postée avec des segmentations simples. Et l'idée, c'est plutôt dans le temps, venir faire évoluer les choses. Donc, ça peut être très rapide à mettre en place. Donc, mais la condition, c'est voilà, commencer par quelque chose de simple et le faire évoluer dans le temps. Et même en faisant comme ça, c'est souvent comme ça qu'on est beaucoup plus efficace. Je vais mettre en place quelque chose et je vais voir que mes équipes me posent 10, 15 fois la même question. Je vais me dire, OK, il y a quelque chose à faire. Je vais prendre cette question-là que j'ai et me dire, OK, ben là, je vais pouvoir mettre une automatisation. On va venir la rajouter. Souvent, voilà, 1 heure, on a rajouté, on a mis la segmentation, la question, le mail qui va bien. Donc, c'est vrai que l'avantage de bosser avec des connexions, des gens qui se connaissent, des outils qui se connaissent, c'est que c'est très rapide à mettre en place et c'est assez facile à implémenter. Okay. Surtout que c'est travailler aussi main dans la main. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, le but en tant que PMS et en tant que solution connectée, c'est que toute la complexité technique, on la prend pour nous. Et après, on essaye que ce soit le plus limpide pour vous. Et donc, pour exemple de Thaïs, par exemple, pour connecter un Hotel Partner ou un Triggerflow, c'est une création d'utilisateur. Donc, il y a des profils et on peut choisir, bah voilà, j'ai tel partenaire, ça vient activer les droits. Derrière, ça vient envoyer directement un email directement à Mounir ou à Marjolaine pour qu'ils puissent faire la connectivité. Donc, nous, par exemple, sur du PMS, entre la date de validation, la date de signature et le go live, donc le fait d'être bien connecté à toutes les solutions, compter 3 semaines, sachant que dans ces 3 semaines, il y a la création de l'espace Thaïs, il y a tous les accompagnements, donc vérification du paramétrage, la partie opérationnelle pour former les équipes, et le fait d'avoir l'écosystème connecté. Donc, la solution clé en main, en 3 semaines, on est capable de l'avoir. De 3 solutions connectées. Oui. Voilà. Y a encore quelques questions. Je propose quand même qu'on avance un petit peu et après, si vous voulez, on termine sur les questions parce que j'ai peur qu'on soit un petit peu pris par le temps. Surtout qu'on a un magnifique dessin de Lego. Quand t'as entendu. Passion Lego. Donc là, c'est évidemment, là maintenant, on va parler des choses qui vont bien quand tout est aligné et qu'est-ce que ça génère dans votre établissement quand tout va bien. Alors pourquoi c'est Lego? Parce que bon, déjà les Lego c'est génial et on retrouve notre âme d'enfant. Mais l'idée c'est que chaque
c'est un petit peu ce qu'on dit depuis le début, c'est qu'à partir du moment où toutes les données sont bien agrégées, on se retrouve avec une relation client qui est bonne, une segmentation qui est bonne, et puis pouvoir personnaliser des expériences. Donc, on se retrouve avec des profils clients qui sont adaptés aux offres qu'on leur propose, une tarification qui est adaptée à la segmentation client, et ça fait forcément une augmentation de revenus, une augmentation de la fidélisation, des avis clients qui sont positifs, etc. On ne se perd pas dans la relation client. Donc ça, c'est super important. Donc, je propose qu'on parle qu'on parle de l'augmentation du panier moyen sans baisser les prix. Il y a un sujet qui tout de suite me parle, c'est que quand on se dit tout de suite, voilà, il faut que je baisse mes prix pour vendre plus. Et ça, c'est évidemment le piège qu'on retrouve assez rapidement. On se dit, bon, là, mon occupation, elle est pas suffisante, je dois baisser les prix. Et en fait, c'est pas du tout ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de regarder la valeur perçue. On ne travaille pas sur de la remise, on travaille sur de la valeur perçue. Donc, le rôle du RM ici, c'est de détecter les périodes de forte demande et de faible demande et adapter les tarifs intelligemment. On n'est pas là pour chercher à baisser les prix sans réfléchir, mais plutôt à adapter les prix en fonction de la demande et surtout proposer des services qui ont de la valeur. Quand on voit sur le petit schéma des Lego des expériences personnalisées, c'est exactement ça. Concrètement, on identifie donc des dates où la demande est forte, par exemple du pick-up, des événements particuliers sur la zone. On met en place des restrictions qui protègent la marge. On met en place des durées de minimum stay, des packages, de la politique d'upsell, ça Mounir nous en parlera après, et on crée des opportunités pour vendre plus à chaque client sans casser le prix. On propose des expériences qui sont vraiment personnalisées pour chaque client en fonction de la demande et en fonction de la montée en charge. Par exemple, je vous donne un exemple, vous avez un week-end qui est très demandé. Plutôt que brader, vous pouvez proposer un tarif avec le petit déjeuner ou un tarif avec un late check-out. Par exemple, ça marche très bien sur les week-ends, notamment quand il fait pas beau et que les gens n'ont pas du tout envie de sortir de leur chambre. Donc, le client, il voit quoi? Plus de valeur. On augmente le panier moyen. Peut-être que si vous avez un spa, il va passer du temps aussi dans votre spa alors qu'il n'avait pas forcément prévu parce qu'il avait prévu de partir à midi. Et la marge, elle reste intacte. Et là, par exemple, Mounir, comment on fait là maintenant? Parce que le client, on sait qu'il est prêt à dépenser, mais comment on arrive à le capter et comment on arrive justement à le faire dépenser plus? Là, c'est vrai, ça c'est tout l'enjeu et c'est pour ça que la configuration, encore une fois, de la donnée est importante. Nous, ce qu'on peut facilement faire et ce qu'on met en place, par exemple, sur du presté, ce que je remarque souvent, c'est que les établissements avec lesquels on travaille vont avoir déjà des solutions mises en place de temps en temps. Et la grosse lacune, c'était sur un presté, je récupérais des infos et je vais mettre mon catalogue avec tous mes services sous les yeux de tout le monde. Donc moi, je suis client, j'arrive à la page catalogue, j'ai peut-être des fois 50 produits et je suis perdu dedans. Je dis, OK, je lis les premiers et après, je zappe la page et je passe à la suite. Mm. L'enjeu d'avoir de la bonne donnée et justement, encore une fois, de bien segmenter, c'est qu'on va pouvoir aller beaucoup plus finement que ça dans la présentation des services. Et donc, si j'ai identifié qu'un client vient en business, je ne vais pas lui proposer l'accueil romantique, le bouquet de fleurs en chambre, ça n'a pas de sens. Je vais venir vraiment créer des catalogues d'upsell qui vont être personnalisés pour chaque segment client. Donc, quelqu'un qui me dit que je l'ai identifié comme client en couple, et je vais lui proposer ces services-là en premier. Je vais lui proposer peut-être 5-10 services, mais qui vont être pertinents, qui vont être adaptés à lui. Le client business, je vais lui proposer pareil, un late check-in, un late check-out, etc. Donc, tout l'enjeu, vraiment, c'est ça. C'est pour pouvoir vendre plus, il faut qu'on ait la connaissance client. Et à partir du moment où on a cette connaissance-là, on va pouvoir être beaucoup plus fin dans les services qu'on propose. Et donc, au-delà d'envoyer le bon message au bon client au bon moment, on va pouvoir ajouter la notion de proposer le bon service au bon client, pareil, au bon moment. Donc, l'autre exemple, c'est un in-stay, je viens de rentrer dans la chambre, j'envoie un petit WhatsApp pour savoir que si tout s'est bien passé. Et pareil, c'est une occasion de faire de l'upsell, améliorer votre séjour. Et derrière, on va proposer des bons services, encore une fois, au bon client. On sait qu'il vient d'arriver, qu'il est en couple. Peut-être que voilà, un massage à deux, ce genre de choses, ça peut être des services qui sont pertinents. Et donc, tout l'enjeu, c'est ça. Je sais à qui je parle, donc je lui propose la même chose. Ce qu'on veut reproduire, c'est qu'est-ce que j'aurais dit si j'aurais été en face de la personne. Plus on arrive à se rapprocher de ça, OK, c'est moi qui lui parle, je vois ce que je lui propose, et plus on va être efficace. Ouais, génial, super.
J'espère que c'est très clair pour tout le monde. En tout cas, c'est très bien expliqué par Mounir. Je sais pas si c'est bien expliqué, mais en tout cas, s'il y a des questions. Ouais, n'hésitez pas. Je continue justement sur les points, mais évidemment, n'hésitez pas à poser des questions parce que tous les sujets, de toute façon, sont intrinsèquement liés. On parle aussi de réduire la dilution de last minute. De la même manière, quand on arrive sur des occupations last minute où on voit qu'on a encore de la disponibilité, le risque c'est quoi? Le risque c'est de se dire je baisse les prix pour pouvoir remplir. Surtout pas. Il ne faut pas faire ça. Parce que c'est le marché qui va vous donner l'information selon laquelle le prix est bon ou pas. Et comme on disait tout à l'heure, ce n'est pas le prix qui fait vendre, c'est vraiment la valeur de votre produit. Donc, baisser les prix, c'est dégrader tout, c'est dégrader votre réputation, c'est dégrader votre marge. Donc, attention à bien protéger vos prix et ne pas descendre en dessous d'un prix psychologique qui pourrait, en plus, vous amener la clientèle qui n'a pas l'habitude de venir chez vous et qui va de toute façon être déçue parce qu'elle va avoir des idées qui ne seront pas forcément les bonnes. Donc, pour réduire la dilution de last minute, déjà, la première chose, c'est qu'on nettoie les données pour avoir des vraies visions de l'occupation. C'est ce que disait Alicia au début. Pas de réservation fantôme, pas de fausses réservations bloquées pour travaux, pas de faux no-show. Tout ça, à partir du moment où la donnée est propre dans le PMS, on a quand même une occupation qui est réelle et sur laquelle on peut se baser pour pouvoir créer les prix. Ensuite, on a aussi cet effet, moi-même je l'ai vécu en tant qu'ancienne hôtelière, l'effet du oui, on sait que le marché va réagir. Voilà, on réagit un petit peu avec le sens du vent et on se dit oui, non, mais là, ça va remplir. Alors, l'instinct, c'est bien, les données, c'est mieux. Donc, on ajuste les tarifs en fonction de la demande réelle et pas celle qu'on a fantasmée ou imaginée. Il faut faire très attention à ça. On réagit beaucoup à l'émotionnel en hôtellerie et par moment, soit on se dit oh là là, ça va jamais remplir, ou alors mon hôtel va être super rempli. Des deux côtés, ça ne va pas et il vaut mieux se fier à ces données, son pick-up, son prévisionnel, plutôt que se faire des fausses images fantasmées de notre occupation. Et ensuite, on met en place des restrictions intelligentes pour protéger notre marge et pour être sûr qu'on ne remplit pas juste une nuit pour remplir d'une nuit, quoi. Ou alors faire attention aux tarifs si on décide de remplir uniquement pour une nuit. On active tous ces bons leviers-là, arriver à J-3, J-2, en fonction de l'occupation qui vous reste. Et après, on fait toute la différence justement au niveau de la relation client, de la gestion de la relation client. Et donc, Mounir, comment on peut faire pour faire la différence et comment on cible les bons clients justement sur du J-2. Tu nous en as parlé un petit peu sur la clientèle locale, notamment tout à l'heure. Ouais, c'est ça, c'est l'exemple que je donnais au début. C'est vraiment l'idée, c'est qu'on va pouvoir identifier ce taux d'occupation. Et donc, à J-2, c'est dire, OK, identifier les clients qui habitent dans une zone géographique proche de l'établissement. D'abord, ceux qui ont un taux de repeat élevé, donc ceux qui sont venus plusieurs fois à l'établissement. Et donc, on va pouvoir venir ici segmenter, toujours pareil, notre clientèle, pour envoyer le message uniquement aux clients qui c'est pertinent. Donc, encore une fois, l'idée, c'est de ne pas communiquer auprès de tout le monde, parce que je vais perdre peut-être en crédibilité ou réduire mon image. Je vais envoyer un message, venez ce week-end à quelqu'un qui est venu, mais qui habite dans un autre pays, qui ça n'a pas de sens. Là, je vais vraiment envoyer le message à ceux qui habitent dans des départements limitrophes, qui sont déjà venus plusieurs fois chez moi, qui ont déjà réservé en last minute. Donc, c'est autant d'infos qu'on peut venir identifier. Quand on les a, on peut les utiliser à bon escient. Et derrière, encore une fois, c'est ça l'idée, c'est j'envoie le message à une personne pour qui ça va être pertinent, qui va se sentir ciblée. Quand elle va ouvrir le mail, elle va pas se dire, mais pourquoi il m'envoie ça? Ça n'a pas de sens. Ouais, voilà, c'est ça. Je vais lire l'email, je dis, OK, effectivement, je vais me poser la question de dire, OK, c'est ça que ça me donne envie, je vais y aller. Et donc, pas forcément passer que par de la promo, mais passer plus par un bon ciblage et quelque chose de pertinent dans notre communication. Ouais, exactement. Ouais. Et là, ça permet vraiment d'avoir un remplissage de dernière minute qui est qualitatif et cohérent. Et en plus, c'est pas un coup d'épée dans l'eau, c'est vraiment on remplit grâce au marketing, à la relation client qu'on a établie et on part pas sur de la clientèle qui va pas être adaptée, quoi. Ça, c'est super important.
Et sur la vente directe, alors la vente directe, évidemment, c'est le cheval de bataille de tous les hôteliers et hôtelières de France. Ce qu'on veut, c'est évidemment avoir le plus de réservations en direct possible. Mais de la même manière, si les prix sont pas cohérents, le site ne sera jamais compétitif. Alicia donnait l'exemple d'un hôtel qui était plus cher sur le site internet que sur Booking. Alors moi, je nuancerais parce que moi, je suis sur de la distribution. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où le tarif est plus cher, c'est forcément qu'il y a des offres qui sont des offres supplémentaires que le client ne trouverait pas, par exemple sur Booking ou Expedia. Là, c'était pas le cas. C'est juste qu'ils n'avaient pas anticipé. J'imagine. C'est le genius de l'OTA qui a fait la disparité tarifaire. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc, effectivement, si vous voulez absolument vendre en direct, il faut que vous ayez une proposition de valeur qui est différente sur votre site, sur votre moteur de réservation, par rapport à ce que vous avez sur Booking et Expedia. Sinon, de toute façon, votre client, il va réserver sur Booking et Expedia. Donc, il faut faire attention à ce que la parité tarifaire soit bien appliquée et avoir des conditions particulières sur votre site web, que ce soit des produits supplémentaires ou des conditions, par exemple, d'annulation flexible ou des extras inclus ou des choses comme ça. Des packages attractifs, ça fonctionne aussi très bien sur certains établissements. Et donc, et de la même manière, on vérifie bien qu'il y a une synchronisation qui se fait pour éviter les boulettes au niveau des stocks, et on construit la stratégie tarifaire qui donne envie de réserver en direct et pas juste un code promo en dernière minute qu'on a fait parce qu'on s'est dit oh là là, il faut qu'on mette absolument une promo, un moins 15% ou un truc qui va absolument pas s'adapter encore une fois à la cible, quoi. Mounir, quelque chose pour les avantages de la vente directe? Nous, il y a deux choses qu'on peut faire principalement pour la vente directe. La première, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, quand on arrive à identifier la source de la réservation des clients. Donc, tous les clients qui sont venus via de l'OTA, sur nos campagnes marketing, on va pouvoir leur adresser un message différent. Donc, pas que sur la campagne marketing, ça peut aussi être sur le parcours client. Donc, dans son presté, dans son Insta, etc. Tous les messages que je vais envoyer à ces clients-là, je vais les sensibiliser sur le fait que voilà les avantages de la vente en direct. Donc, c'est un travail qui se fait sur tout le parcours client, pas que sur la campagne marketing. Et on a aussi un trigger, un truc qui est pas mal, c'est qu'on peut venir identifier les réservations qui ont été annulées. Et donc, ça, c'est une source d'information qui est super importante. C'est qu'un client qui a annulé, je vais lui envoyer un message sur qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que vous avez annulé. Et ça permet d'aller choper des infos qui sont assez pertinentes des fois. Peut-être que voilà, j'ai annulé parce que je trouve une meilleure offre ailleurs. Et ça, c'est très mauvais signal. Mais peut-être parce que voilà, il y avait telle ou telle info, mais c'est une source d'info qui est très très précieuse et qui peut permettre derrière d'aller faire revenir les clients en direct. Des fois, c'est tout bête, mais le client se sent considéré, il voit ok, j'ai annulé. Ils reviennent vers moi pour savoir ce qui s'est passé. Juste cette petite attention de se sentir considéré, ça peut venir sensibiliser le client sur cette partie-là. Mais d'ailleurs, on peut même aller plus loin en identifiant les no-shows et les annulés. Parce que justement, on n'aurait pas forcément le même message avec un client qui aurait fait no-show qu'un client qui aurait annulé un mois à l'avance. Et justement, ça, pour moi, ça me permet aussi d'avoir une meilleure, au niveau de la communication par rapport à ce que tu disais, mais aussi au niveau de la connaissance, le comportement de mes clients, voir s'ils réservent par exemple longtemps à l'avance, à la dernière minute, voir s'ils annulent, s'ils font no-show. Il y a peut-être des choses aussi où, par exemple, j'aurais plutôt intérêt à mettre en place des offres non annulables, non remboursables. Il y a un cas qui est arrivé notamment pendant les JO, quand tout le monde a augmenté les prix à Paris. Bien évidemment, les clients sont allés dans des villes limitrophes à Paris, sauf que quand Paris a baissé les prix, tout le monde des villes limitrophes s'est retrouvé à la Paris. Et finalement, les hôteliers n'avaient pas mis des conditions, j'allais dire drastiques, mais ils n'avaient pas mis du non annulable, non remboursable. Et en fait, ils se sont retrouvés avec une baisse assez conséquente de leur réservation et un taux d'annulation qui était incroyablement élevé. Donc, c'est vrai que j'aime bien cet exemple parce que pour moi, c'est plus parlant. Pour les chiffres, ça commence à être daté, mais ça marche encore, parce que c'est quand même, je pense que c'est quand même dans l'esprit des hôteliers. Ça, et puis après, il y a aussi l'identification de la zone de chalandise par rapport à ce que tu disais, Marjolaine, et le fait de connaître sa clientèle. Alors, comme on disait, au doigt mouillé, on a l'impression que notre clientèle est majoritairement du corporate, où on a l'impression que, mais en fait, les impressions,
faut vraiment pouvoir les analyser, tester des offres, voir si j'ai de l'avance ou du retard par rapport à l'année précédente aussi, et pouvoir calibrer les éléments. Est-ce que c'est plus intéressant? Parce que moi, j'ai beaucoup aussi d'exemples où on me dit qu'un taux d'occupation à 100%, c'est bon, on a tout gagné, c'est la vérité. C'est pas la vérité. En fait, il y a meilleur temps d'avoir un taux d'occupation à 80% avec un pricing qui sera plus adapté, parce que forcément, les équipes derrière auront moins de travail. C'est-à-dire que derrière, je dois générer du ménage, je dois gérer les arrivées. Donc, c'est vrai que le fait d'analyser juste un taux d'occupation à 100%, forcément, moi, demain, je mets mes chambres à 5 €, j'ai un taux d'occupation à 100%. Donc, c'est vrai que la corrélation de toutes ces données-là est capitale. Oui, tout à fait. Il y a une question de Charles, je me permets de prendre au vol parce que là, ça parle de tarification. Concernant la tarification, faut-il appliquer bêtement le pourcentage de commission pour l'OTA ou autre stratégie? Alors, je vais essayer de répondre en 2 minutes, mais c'est un sujet dont on pourrait parler pendant des heures ensemble, Charles, si vous voulez. Mais le problème d'appliquer uniquement le pourcentage de la commission, alors on va prendre l'exemple de Booking, 18%, on va dire la chambre, on la vend à 100 € sur notre site web et on la vend à 118 sur Booking. Alors, le problème, c'est que les 18% vont pas suffire forcément à par rapport à toutes les promotions qu'il peut y avoir sur Booking. Déjà, l'offre Genius, à partir du moment où vous avez fait 1 ou 2 réservations, vous êtes déjà à niveau Genius 1, moins 10%. Vous réservez sur votre mobile, vous avez encore moins 10%. Les offres géociblées qui ont été activées par les hôtels, qui peuvent aller jusqu'à moins 10%, vous avez encore moins 10%. Donc, vous avez à chaque fois des offres qui sont cumulables sur Booking. Vous avez aussi maintenant la carte de crédit Booking. Alors, pour l'instant, c'est aux États-Unis, mais si vous avez des clients américains, eux, ils bénéficient soit de cashback, soit de réduction directement imputée sur leur réservation. Donc, vous imaginez, tout ça mis bout à bout, vos 18%, en fait, finalement, ça suffit pas. Donc, soit vous appliquez effectivement un pourcentage extrêmement différent, soit vous retirez toutes les promotions Booking, mais ça veut dire que ça vous enlève de la visibilité, soit vous décidez de jouer le jeu et vous dire, de toute façon, quoi qu'il arrive, j'aurai toujours cet écart qui sera là. Voilà. Et c'est pour ça que c'est très important sur le site web de pas juste vendre une chambre seule, c'est vraiment proposer des services qui vont être différenciants, que vous ne trouvez nulle part ailleurs et qui sont aussi intéressants pour votre cible. Comme disait Mounir, voilà, on ne va pas proposer un late checkout à un client business parce que lui, il s'en fiche complètement. Donc, il faut vraiment avoir analysé votre typologie de clientèle, quitte à proposer des packages et des offres multiples, mais pas trop non plus, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop dilué, pour pouvoir vraiment répondre à tous vos clients et que ça leur donne envie de réserver également en direct. Et ça, là-dessus, on peut aussi beaucoup travailler sur la partie messagerie, enfin message instantané ou emailing via le CRM, pour être sûr qu'on a bien répondu justement à la bonne cible. Et je rebondis sur le dernier cas, le repeat automatisé et rentable. Donc le repeat, c'est le client qui revient. C'est vrai qu'on utilise le terme anglais, mais on peut aussi utiliser le terme français. Le client qui revient parce qu'il a été content une première fois, il a été content une deuxième fois. Attention à bien fidéliser le client et le garder. Pour le garder, on se dit « Ah, c'est super, il revient ». Oui, mais il faut aussi maintenir le lien. Hein. C'est votre client qui devrait être un client chouchou parce qu'il revient plusieurs fois et en plus, il est content et en plus, les équipes le connaissent et en plus, il appelle le serveur par son prénom, etc. Et tout ça, ça crée… ça crée de la fidélisation, de la satisfaction et même une équipe contente d'être pris en considération. En ce qui concerne le RM, ce qui est important, c'est justement d'identifier ces segments parce qu'on peut avoir du repeat corporate, on peut avoir du repeat loisir, on peut même avoir du repeat groupe, hein, ça peut arriver, ou les familles. Je pense notamment à des gens qui viennent rendre visite à la grand-mère peut-être tous les 3 mois et la grand-mère n'a pas la place pour les loger, par exemple. Et donc, pour ces gens-là, il faut bien adapter les prix et les conditions. Ça ne veut pas forcément dire qu'on leur vend moins cher.
Parce que c'est des gens qui sont prêts à payer un certain prix. Mais ça, c'est un autre sujet. Et donc, pour ce faire, on doit justement s'appuyer sur des données historiques, savoir par quel canal ils passent, et l'historique aussi de leurs dépenses. Et là-dessus, forcément, qu'est-ce que fait le CRM pour aider à industrialiser ce repeat et faire en sorte que ils ne partent pas quand même à la concurrence, parce qu'à un moment donné, on les a pas pris en compte et ils se sont pas sentis valorisés dans leur rôle de revenant. Qu'est-ce que t'en dis, Mounir? Ouais, je trouve que c'est top, là, franchement, sur la partie RM. Nous, le repeat, c'est vrai que c'est un de nos terrains de jeu favoris. C'est là où on peut faire pas mal de choses. Le classique, c'est sur la campagne marketing, encore une fois. Je vais pouvoir lancer une campagne marketing à mes clients, mais je vais pas envoyer le même message à un client qui est déjà venu 2-3 fois chez moi qu'un client qui est venu qu'une fois. Je vais pouvoir identifier aussi les clients qui m'ont laissé une bonne note en posté. Donc, sur la NPS, il m'a laissé 9, 10. Je vais le cibler plus avec un message différent. Et je vais peut-être sortir ceux qui m'ont laissé une note négative. Ça sert à rien que j'aille leur dire, OK, revenez chez nous. Par contre, celui qui m'a laissé 9, 10, je vais dire, OK, vous avez passé une bonne expérience chez nous. La prochaine fois, revenez en direct s'il était venu par un OTA. Partagez cette expérience à un de vos proches pour aller mettre en avant de la vente de mon cadeau. Il y a pas mal de choses qu'on peut mettre en place. C'est vrai que sur le repeat, c'est que ça crée un jeu. Donc, c'est vrai que l'objectif, c'est de réussir à faire venir le client en direct. Qu'est-ce que je pourrais dire? Il y a d'autres choses qu'on peut mettre en place sur, par exemple, c'est tout bête, c'est vraiment un détail, mais sur le message de presté, message avant séjour. Un client qui est déjà venu, je vais peut-être pas lui reposer les mêmes questions. Je vais peut-être lui envoyer un formulaire de presté différent. Moi, je trouve que c'est pas un détail, parce que c'est agaçant justement pour quelqu'un qu'on estime être connu déjà dans l'hôtel, de lui reposer les mêmes questions bêtes. Je trouve que c'est pas un détail, pour le coup, c'est vachement. Ouais. C'est vrai que c'est plus qu'un détail, t'as raison. Mais c'est vrai que c'est des choses qui me paraissent un peu, pour moi, tu vois, assez simples à mettre en place. C'est ça que je me rends compte que c'est pas toujours fait. Mais moi, quand je reviens dans un hôtel, si le message que je reçois est différent de la première fois, Mounir, on est ravi de vous revoir. Peut-être qu'on ne m'envoie pas l'email, on m'envoie juste par WhatsApp cette fois-là, parce que voilà, j'étais déjà venu. Ça fait la diff, comparé à je reçois bienvenue dans notre établissement, on est ravi de vous accueillir, venir remplir toutes vos infos. Donc autant je redemande l'heure d'arrivée, ça a du sens, autant redemander nom, prénom, adresse email, etc. Si je les ai déjà, ça n'a pas de sens. Donc c'est pas mal de choses qui misent bout à bout. Encore une fois, ça permet aux clients de se sentir considérés. C'est pas juste une ligne dans les résas, c'est OK, ils savent que je suis déjà venu, que je suis un client récurrent, j'ai pas le même message, j'ai pas le même accueil. Les équipes, quand elles accueillent le client, peut-être qu'on a une nouvelle personne à la réception qui connaît pas ce client-là, qui est fidèle. Mais le fait d'avoir dans son dashboard sous les yeux, OK, le nombre de fois où il est venu, le montant qu'il a dépensé, s'il y a un programme de fidélité, son statut fidélité, on l'accueille différemment. Parce on sait que c'est un client fidèle qui est déjà venu, on a toutes ces infos directement sous les yeux. Donc, c'est pas mal de choses, encore une fois, qui, voilà, quand on les met bout à bout, vont faire en sorte qu'on va pouvoir augmenter notre repeat, fidéliser nos clients et avoir plus de chiffre d'affaires. Exactement. Super. Parfait, très bien. Écoutez, je ne sais pas s'il y a... Si on peut prendre les dernières questions qui sont là actuellement dans l'onglet questions, et s'il y a encore d'autres questions. Il y avait, c'est pas une question, mais justement, Mounir, il y avait la partie aussi point de fidélité au niveau d'un groupe, par exemple, pour pouvoir justement que le client qui est venu dans l'établissement A, le pousser à lui donner envie de venir dans l'établissement 2, les systèmes de points. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses aussi qui peuvent être imaginées, soit au niveau individuel, soit au niveau même d'un groupe d'établissement. Ouais, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais en fait, on a une fonctionnalité qui est assez efficace là-dessus sur Triggerflow. Donc, il y a le programme de fidélité où tu peux mettre des points et rediriger tes clients d'un établissement à l'autre. Tu peux créer, voilà, c'est assez classique, mais tu peux créer un programme de fidélité assez facilement. Tu peux aussi avoir de la donnée qui va être unifiée. Donc, tu es un établissement qui est membre d'un groupe. Tu as un client qui a séjourné dans un autre hôtel du groupe. Il a laissé dans son avis posté que la chambre était trop froide, que les coussins étaient trop durs. C'est dommage de ne pas utiliser cette info dans l'autre établissement. En fait, nous, on peut venir t'agréger la donnée
qu'il y a au global dans tout le groupe et te dire, OK, voilà, ce client-là, voici ses préférences, voici ce qu'il a laissé dans son commentaire post-stay lorsqu'il est parti de l'autre hôtel. Et donc, ça permet encore une fois d'avoir de la donnée sur des clients. C'est le cœur, c'est la donnée, mais si on ne sait pas comment l'exploiter, ça sert un peu à rien. C'est un peu le tas de Lego, si on n'arrive pas à l'assembler, faire quelque chose de cool avec, ça n'a pas trop de sens. Nous, notre enjeu, notre objectif à nous, c'est de pouvoir récupérer cette donnée et la transformer en quelque chose de vraiment actionnable. C'est ça que c'est vrai que Alicia, tu as raison, c'est un point qui est super important. Je sais que voilà, mon client a été dans d'autres établissements. Cette donnée-là, il faut que je puisse l'exploiter et qu'elle me permette d'améliorer son séjour, de faire en sorte qu'il se sente encore une fois considéré et qu'il puisse voilà, parler de l'établissement, revenir, laisser un avis positif derrière. Tout ça, c'est ultra important. Il y a énormément de choses, mais je pourrais en parler pendant 2-3 heures. Donc, j'essaie d'être concis à chaque fois, mais l'idée, c'est ça. C'est vraiment cette donnée-là, il faut qu'on la transforme en quelque chose d'actionnable. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Et l'idéal, c'est que ça soit très, très simple, que ça soit limpide, qu'on sache, voilà, c'est affiché au bon endroit sans qu'on ait besoin d'aller chercher derrière 18 clics. J'ai l'info dont j'ai besoin au bon endroit, au bon moment. Donc, c'est vraiment ça l'enjeu, ce qu'on essaie de faire. C'est ça, l'idée, c'est vraiment pas d'empiler les outils, mais de les faire fonctionner comme un seul système. Et pour avoir un parcours client sans couture, comme on disait tout à l'heure, qui crée de la valeur pour l'hôtel et pour le client. Et comme disait Alicia, c'est que le client, il n'a pas besoin de savoir que l'hôtel travaille avec Triggerflow Hotel Partner et Thaïs, mais que tout fonctionne bien en coulisses et que ce soit d'une fluidité incroyable. Bon, je reviens sur mes blocages parce que je vois que ça a créé un vrai débat. Juste pour ceux qui utilisent Thaïs, vous pouvez continuer à passer par les blocages et les ne pas louer. Par contre, le but, c'est vraiment d'identifier qu'est-ce qu'un blocage et donc une fermeture et quel est le taux d'occupation réel dans mon établissement. Donc, pareil, remis de support, vous pouvez aller dans les statistiques, dans le filtre motif. Vous avez un motif qui s'appelle blocage. Et donc, l'idée, c'est de prendre tous les autres motifs, d'exclure le blocage pour avoir le taux d'occupation excluant le blocage. Voilà, comme ça, vous aurez votre taux d'occupation réel. Donc, continuez à faire de cette manière-là, mais pensez bien au niveau des statistiques à sortir ce blocage pour avoir des données qui soient véridiques, enfin, qui sont recherchées. Véridiques ou pas d'ailleurs, parce que ça dépend, des fois on l'inclut, des fois on ne l'inclut pas. Mais au moins, ça vous laisse la possibilité de faire les deux. Voilà, je vous laisserai regarder. Si vous avez une question, n'hésitez pas à écrire au support. Je vois la question de Karine. Donc oui, effectivement, nous, on est avec Thaïs, on va récupérer les données en temps réel. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire d'export ou autre. On est connecté via l'API Thaïs et on a toutes les données en temps réel. Donc, dès qu'il y a une modification, une confirmation, une modification quelle qu'elle soit d'un côté, elle va se répercuter partout. Donc c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. C'est pour ça que c'est important d'avoir des outils qui communiquent bien ensemble. On va avoir 3 outils qui vont être chacun expert dans ce qu'il fait. Et le fait qu'ils communiquent bien ensemble, ça va pouvoir multiplier un peu la performance et l'efficacité de chacun. On est connecté, on récupère toutes les données sans avoir besoin de faire un export tous les jours ou autre. Et c'est là où on est les chausseurs les moins bien chaussés. Parce que moi, la première, avec mes outils, je fais des exports import Excel. Voilà. Et je vous garantis que c'est hyper fastidieux. Une fois sur deux, il y a des oublis, il y a des adresses mail en doublon. C'est beaucoup plus compliqué pour la segmentation. Donc, c'est vrai que tout ce qu'on propose là, c'est pas forcément des choses que nous, on a en interne, finalement. Donc, c'est vrai qu'en fait, mis bout à bout, entre mes exports, mes copier-coller, en fait, tout ce qui peut être automatisé, finalement, il faudrait le faire et il faudrait que nous, on le fasse aussi. Moi, je parle, moi, de mon côté. Mais c'est vrai que cet export-là, ça ne permet pas d'avoir une donnée qui soit plus poussée parce que forcément, il y a des risques d'erreur, il y a des manipulations, il y a le fait de la redondance aussi, de le faire tout le temps. Donc, c'est vrai que dès qu'on peut automatiser ces éléments-là, en fait, tout le monde y gagne. Et c'est en fait et le fait aussi qu'il y ait des déclencheurs. C'est ça qui est intéressant. C'est que c'est pas juste envoyer le même message tous les jours à 2 heures du matin. C'est le fait de dire dès qu'il y a une action, je l'envoie le message. D'où la notion aussi de bon moment. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Super. On fera des retours. Je vois Mounir vous fera un retour pour la partie, alors c'était plus haut, mais Fleur, par rapport à la liaison du formulaire Thaïs avec l'outil Triggerflow. Mounir, tu peux envoyer un petit message. Et ouais, on pourra regarder ça ensemble après, c'est le problème. Voilà, comme ça on y répondra. Et après,
On fera un point aussi au niveau de la résidence Ominia, si vous voulez qu'on s'appelle pour faire un petit point global, ce sera l'occasion. Parfait. Mais Bon. je propose que comme nous avons dépassé notre temps, on n'a pas été des bons élèves. On avait dit qu'on terminerait à l'heure, mais on l'a pas fait. Comme vous voyez, on a pas mal de choses à dire sur le sujet. On est assez habité justement par ces sujets-là. Donc, merci à vous tous et vous toutes de votre participation, de votre écoute. C'était vraiment un grand plaisir de pouvoir discuter avec vous. Nous, on a passé un super moment.